100% Bénin, mesdames, messieurs, bonjour, tout un plaisir de vous savoir déjà au rendez-vous pour cet autre numéro de votre émission Débat. Après maintes initiatives de masse dans les rues, réduites à de simples mobilisations dans des salles de conférence et à des sit-ins observés ça et là, Cotonou, la capitale économique du Bénin, a enregistré sa toute première marche de protestation conduite par acteurs politiques et leaders d'organisations syndicales et bien des responsables de mouvements associatifs de toutes sortes. À l'unisson, ils ont battu le macadam, assistés d'hommes en uniforme venus encadrer le mouvement. Initié pour exiger le retrait du très controversé projet de révision de la Constitution, la manifestation a trop tôt pris l'allure d'un réquisitoire de la gouvernance Talon. Les messages sur banderoles et les slogans en étaient les vecteurs. Un revirement de l'objectif premier, tout simulé ou de fait. La mobilisation elle-même, une manifestation de protestation comme tout autre ou tout un symbole à l'ère du Bénin révélé. Ce sont entre autres préoccupations qui auront à meubler ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème à passer à la loupe, marche de protestation à Cotonou de forces sociopolitiques contre le pouvoir. Quelle implication! Pour l'exercice du jour, deux hommes de la plume, tous deux observateurs de l'actualité sociopolitique au Bénin. À ma droite, il a nom Doma Romiade Lobo, journaliste, blogueur. Il reste très actif aussi donc sur les réseaux sociaux. Romiade, bonjour. Bonjour à vous, Joël Yetondi, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour surtout à nos compatriotes de la diaspora qui suivent l'actualité au Bénin depuis des kilomètres de Cotonou avec intérêt. C'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie ce matin. C'est une première, on imagine qu'il y aura bien d'autres. Plaisir partagé, pour autant que nous devons débattre, analyser les faits de l'actualité dans notre pays, nous serons toujours heureux de partager notre analyse et nos commentaires avec vous. La disponibilité, elle est aussi du côté de Jacques Bocor, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre, un quotidien qu'on ne présente plus. Jacques Bocor, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, ça va? Ça va. Très bien. Mesdames, Messieurs, nous y sommes en plein dans le débat. À quelques jours de l'an 1 au pouvoir de Patrice Talon, Cotonou, l'une des principales villes du Bénin, a vibré de joie pour son élection, a connu son tout premier mouvement d'humeur. Une gigantesque marche de protestation contre le projet de révision tel proposé par le régime, mais aussi contre le mode de gouvernance. Dans l'un comme dans l'autre cas, le gouvernement avec en tête son chef est invité à revoir littéralement sa copie. Que se passe-t-il? Peut-on se demander, presque un an, une première, disent certains observateurs, qu'il y ait tant de mouvements de masse, mais coordonnés de différentes forces composantes la nation. Romiade, vous avez suivi cette sortie. C'est exact, Joël Yetondi, j'ai suivi cette sortie comme bien des compatriotes résidant au pays ou à l'étranger. Mais avant de revenir à votre question, avant de répondre à votre question, souhaitez et permettez-moi de rendre un hommage mérité à un homme, à un confrère de la radio France Internationale, RFI, qui a tiré sa révérence. Il s'agit de Laurent Sardou, que nous connaissons pour ces éditions de Afrique Midi. Et vous savez, j'ai gardé une phrase célèbre de l'homme qui disait, je cite, « Chaque jour est une vie, travaillons à la beauté des choses et ne nous lassons pas de rendre heureux tous ceux qui sont autour de nous. Je vous retrouve demain toujours et avec le même plaisir. » C'était par cette célèbre phrase qu'il bouclait ses éditions de Afrique Midi. On ne l'entendra malheureusement plus. Je souhaite que la terre lui soit honneur et bonheur. Revenant à votre question, nous avons suivi l'actualité au Bénin ces dernières heures, comme tout le monde. Et je pourrais tout de suite vous dire que l'heure est grave. Et quand l'heure est grave, il faut réagir avec un ton grave. Parce que nous serons le 6 avril prochain, si je ne me trompe, à un an d'exercice du pouvoir du président Patrice Talon. Je devrais rappeler à toutes fins utiles que le président Talon n'était pas le meilleur, absolument le meilleur de tous les candidats en compétition à l'époque. Mais il a réussi
a tiré son épingle du jeu simplement parce que les Béninois veulent rompre avec la façon dont le régime précédent gérait le pays en termes de gouvernance économique, politique, de gouvernance de façon générale. Et l'on a confié les charges de ce pays à un homme, à un opérateur économique, et pour la plupart des citoyens béninois qui ont porté leur choix sur l'homme, il repose ce choix sur la coalition parce qu'au sein de cette coalition, il y a des personnes intrinsèques en qui il faisait confiance. Je voulais citer par exemple le candidat venu en 3e position, le candidat Sébastien Germain Adjavon, qui drainait avec lui la classe ouvrière et un large éventail de chefs de partis politiques dans notre pays. Et on se dit avec la rigueur de l'homme, les Béninois ont estimé à un moment donné qu'avec cette coalition et ceux qui composent cette coalition, notamment Pascal René Koupaki, dont Abdoulaye Biotchane, qui a occupé d'éminents postes, avec tout cela, on pouvait réaliser de merveilleuses choses pour le Bénin, pour le bien-être en général du citoyen béninois. Mais un an après, que de déceptions, que de déceptions. Les déceptions se succèdent chaque fois qu'on devrait aller en Conseil des ministres pour prendre de nouvelles réformes. Et il n'y avait pas de ronde d'observation dans les réformes. Il n'y avait pas de temps de répit dans les réformes. Et les réformes se succèdent et ceux qui sortaient perdants de ces réformes-là, quoique ces réformes participent sans doute d'une manière ou d'une autre de leur bien-être, ce sont les populations qui peinaient à comprendre les biens fondés de ces réformes qui se succédaient. On ira graduellement avec votre émission. Je suis en train d'aller graduellement, oui. Justement. Et donc, parlant de ces réformes-là, vous avez eu le déguerpissement, l'assainissement, un peu de tout, et la cerise sur le gâteau, pour ce qui concerne toutes ces réformes, c'est celle qui suscite la passion, celle qui suscite la polémique, le débat. Depuis quelques jours, il s'agit de la révision de la Constitution. Qui a motivé cette sortie-là. Forcément. Avant de venir au fond, dites-moi très rapidement, Oui. c'était pour vous évident, cette descente à Cotonou, qui était, paraît-il, un bastion difficile à occuper. C'était pour moi plus qu'évident parce que les gens étaient exaspérés, les gens sont exaspérés dans le pays et il fallait que les gens lèvent le ton à un moment donné parce que n'oubliez surtout pas que nous sommes à un an d'exercice de pouvoir et il faut laisser les gens le soin d'exprimer le mécontentement. J'avais vu venir cette marche, elle ne m'a pas surpris. Elle ne vous a pas surpris. Pas du tout alors, pas du tout. Elle devrait même venir plus tôt, je pense. Cotonou, pour beaucoup, ce n'était pas évident. Cette marée humaine observée, pour vous, c'était un pari gagné d'avance? Non. Mais quand vous observez bien l'évolution des choses, vous pouvez, comme l'a dit Romuald, imaginer que ça allait venir un jour, même si ça prenait du temps. Parce que, sans doute, les gens ont pris le temps d'observer. Et puis, fini la période de grâce, vous sentez que les gens avaient un trop-plein à vider. Et puis, il a dit, se sentant essoufflé, lorsque vous poussez à bout un peureux ou un faible et qu'il finit par se retourner contre vous, il semble que c'est à ce genre d'exercice que nous assistons ces derniers jours. Le Bénin poussé à bout lorsqu'il est question de travailler pour son mieux-être. Vous avez parlé de liberté. Or, qu'est-ce qu'on constate? Les décisions de la Cour constitutionnelle sont là. Joël Yetonji, vous n'êtes pas nouveau dans le pays. Il y a une série de décisions, il y a une série de violations de la Constitution. Donc, quand la population entend et vit tout ça, on se dit, alors si la Cour constitutionnelle même en arrive à nous donner raison, ça veut dire que quelque part, nos intérêts sont en jeu, nos droits sont brimés. Fermez, si vous voulez, enfermer de la fumée dans une salle. Il y aura toujours d'issue. Il y aura toujours d'issue parce que l'homme est comme une fumée très jaloux de sa liberté. Eh bien, et puis la goutte d'eau qui devrait faire déborder le vase est venue. Les gens ont saisi l'occasion pour s'extérioriser, pour s'exprimer. Parce que attendant ça, il y a longtemps.
Le très fougueux syndicaliste Paul Isseiko parlant de la mobilisation a lâché ce mot. Eh bien, un mythe vient d'être brisé, le mythe Talon. Absolument. Et puis, si vous aviez bien observé nos différentes parutions, je veux parler de Matin Libre, on l'avait déjà mis en manchette que la peur Talon est brisée désormais. Voilà un président de la République qu'on a amené au pouvoir dans la liesse que vous connaissez à 65%, même si c'est avec une large coalition. Il est quand même venu et le voilà, on l'a surnommé même Agbono. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il a une surface financière énorme, c'est une puissance économique. Apparemment, lui-même n'a pas perçu le sens dans lequel le peuple le surnommait Agbono. Agbono parce que les gens voulaient qu'on injecte de l'argent dans, disons, le circuit social, parce que les gens estimaient qu'on a fait l'expérience avec les banquiers et autres financiers et que ça n'a pas prospéré. Donc, il faut changer de fusil d'épaule. On a fait venir quelqu'un qui, en griffe, se suffit. Voilà la perception que la population avait de l'homme en l'amenant au pouvoir. Donc, quelqu'un qui s'autosuffit, qui se suffit, normalement, n'a plus besoin du peu que vous lui apportez, n'a plus besoin de détourner, n'a plus besoin de voler, n'a plus besoin de manger avec une louche. Vous semblez dire que le peuple est à l'ère de la désillusion? Oui, mais il suffit de suivre les émissions interactives, les grognes, circuler, laisser traîner vos oreilles, vous allez comprendre que il y a ce climat, il y a cette nouvelle perception que les gens ont désormais du président de la République. Paul Isseiko, je parlais de la boutade lancée tout à l'heure, il a souligné qu'il s'agit aussi là d'une reconquête des libertés. Oui, mais ce n'est pas nouveau pour Paul Isseiko. Inutile de rappeler que parmi les confédérations syndicales, on a appris de sources très proches des confédérations syndicales que lors de la période électorale, Paul Isseiko était très proche, je dirais, du candidat Talon, qu'il porterait la candidature du candidat Talon, contrairement à ses autres camarades de lutte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Le message lancé par Paul Isseiko au cours de cette marche-là, il avait déjà annoncé les couleurs. Suivez mon regard. Lorsque le préfet du littoral, M. Toboula, cassait les gens, il avait dit, Paul Isseiko, que le préfet était mal placé pour tracer des lignes rouges à Cotonou et qu'il verrait les confédérations syndicales sur son chemin. Il était tonitruant en le disant et il était plus que convaincu que les libertés étaient bafouées, les libertés n'étaient pas respectées. Mais aujourd'hui, la consécration de la violation des libertés, aujourd'hui, est manifestement exposée dans la Constitution. C'est consacré aujourd'hui dans la nouvelle Constitution qu'on nous propose. Et pour Paul Isseiko, dont on connaît le passé, il est évident que vous ne pouvez le contraindre à accepter cette nouvelle forme de constitution qui restreint les libertés. Et voyez-vous, moi je pense que nous sommes, vous l'avez demandé tout à l'heure à Jacques, si les populations sont désillusionnées aujourd'hui, s'il semble le dire, s'il ne le dit pas directement, il semble le dire ou le penser. Et je pense que c'est le cas parce que il a rappelé, en portant leur choix sur le président Talon, les populations, dans une certaine majorité, se disaient que voilà quelqu'un qui a réussi dans les affaires, qui a le secret de réussite au niveau des affaires et qu'il pouvait transposer cette réussite-là, ce succès-là, également en matière de la gestion de la chose publique et transfigurer le Bénin avec son modèle de gestion qu'il a pu implémenter dans ses entreprises et qui a porté, qui a germé. Eh bien, avec ce modèle, on pouvait faire mieux,
pour le Bénin. Mais les choses se passent autrement. Les choses, malheureusement, se passent autrement. L'objectif principal de cette marche, avant d'en venir au volet social, puisque ça a été manifestement exprimé aussi à travers les banderoles et slogans, oui, l'objectif principal, Romuald et Jacques Bokor, c'est d'aller au retrait, induit tout de même, soit le rejet du projet en l'état, ou son retrait pur et simple. Jacques Bokor, je me retourne vers vous. Pensez-vous que ça peut vraiment impacter? Les députés sont désormais sur le terrain, et chacun joue à fond sa partition. Si ça peut impacter, ce jour, vendredi, nous avons mis en manchette de Matin Libre que, à propos de la révision de la Constitution, Talon et les députés sont désormais coincés. Lorsque vous suivez tout ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire il y a une forte propension au retrait. Les gens demandent plus le retrait du projet. Et puis, lorsque vous faites un tour sur le terrain, dans les différentes circonscriptions électorales, vous constatez que les députés essuient la colère de leur mandat. Ce n'est pas ce qu'on constate, pas certaines images que certaines chaînes envoient. Non. Vous suivez les éléments sonores qui circulent sur les médias sociaux. On sait comment on peut fabriquer des informations. Nous avons vu, quand moi j'ai mon correspondant du côté de la partie septentrionale du pays qui m'a envoyé un papier en bonne et due forme pour dire que Parakou et environ disent non à la révision de la Constitution. Ailleurs, il a été titré que la partie septentrionale du pays dit oui. Donc, tout le monde, ça dépend de là où on place. Donc, on manipule même l'information dans ce sens. On manipule l'information. Et ce que vous dites, c'est avéré sur un plateau de télévision où l'animateur principal d'une émission a même pensé que lui faisait venir en renfort un juriste pour venir prêcher la bonne nouvelle, pour venir défendre le projet de révision du côté du gouvernement, alors qu'il s'était royalement trompé. Pourquoi? Parce que ces différentes sorties ont été tronquées, on a juste pris la partie qui arrange et on a communiqué autour. Donc certainement, le présentateur ou l'animateur de l'émission ayant lu les unes des quotidiens a pensé que celui dont je parle soutenait le projet. Et sur le plateau, il a eu le temps de le constater. Donc, c'est pour vous dire que l'information est manipulée aujourd'hui et ça tend vers de la communication, ce qui n'est pas notre rôle. Ouais, donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, puisque les magistrats, vous les connaissez très bien, c'est des gens qui ne fléchissent pas. On l'a vu sous le régime défunt. Ils y vont de façon graduelle, crescendo. Ils ont d'abord fait une marche, lancé un mouvement de 72 heures, et puis ils ont dit d'ici avril, le projet n'est pas retiré, que ce sera une paralysie totale, et puis de façon illimitée. Nous avons vu les centrales et confédérations syndicales donner le ton. Nous avons vu des bonnes dames, le citoyen lambda dans la rue, s'associer de façon spontanée à la marche d'hier. J'ai vu des vendeuses de yaourts, de divers objets se joindre à la marche d'hier de façon spontanée. Ça veut dire que quelque part, la population n'en veut pas. Et quand il est arrivé de laisser la parole à ceux-là que les députés vont rencontrer sur le terrain, vous savez ce qu'ils disent? La priorité n'est pas au projet de révision, en tout cas en l'état. Et que il y a mieux dans le pays, il y a des priorités, elles ont faim, les populations, elles ont des problèmes d'eau. Vous allez dans les collines, vous faites parfois 7 km pour trouver de l'eau dans des bidons. En tout cas, oui, la marche, elle est spécifique. C'est vrai, ces problèmes ont aussi été évoqués. Il s'agit du retrait de ce projet de révision de la Constitution. Romuald Bokor, on a entendu une voix, Logbo, on a entendu une voix, pas des moindres, dire que ce qu'on a observé dans les rues, c'était plutôt des gens en mal de défoulement, parce qu'à un moment donné, le pouvoir n'a pas permis et acteurs politiques, membres de la société civile, de pouvoir donner de la voix. Donc, des gens venus distraire la nation. Non. Sachant raison garder. Écoutez, ceux qui le disent ont des intérêts certains à le dire. Ils savent pourquoi ils le disent.
Moi, Vous n'êtes pas d'avis? je ne suis pas du tout d'avis, mais alors pas du tout. Et je pense que les mobiles sont ailleurs. Pour ceux qui le disent, ils savent pour qui ils sont en mission réellement. Parce que, à moins que nous ne soyons pas dans le même pays, je vais vous dire quelque chose. Avant d'évoluer, clarifions certaines choses. Aucun Béninois aujourd'hui n'est contre la révision de la Constitution. Personne ne peut oser dire que notre Constitution, elle est parfaite et qu'il faille la maintenir en l'état. Mais le problème, en réalité, aujourd'hui, c'est deux choses fondamentales. Lesquelles? La première chose, pourquoi introduire comme réforme la Constitution à l'Assemblée, la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence? Procédure d'urgence. Quelle est l'urgence de l'heure? La deuxième chose... L'urgence, c'est qu'il y a 5 ans, non. devant soi, non. Et il est question de rendre le Bénin tout entier à l'image de la ville lumière, pourquoi pas? Pas du tout, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas une priorité? Non, pas du tout. Il n'y a aucune urgence aujourd'hui, quitte à ce qu'on programme en procédure d'urgence la révision de la Constitution. La deuxième chose, c'est le délai court pour le débat national. Qu'appelez-vous délai court? On ne peut pas vouloir étudier un projet qui engage l'avenir du Bénin en 2 semaines en disant que le mois de mars est le mois de la révision de la Constitution. Le temps est extrêmement court pour prendre les avis pour le débat national, si vous voulez. Parce que vous, Joël Yetonji, vous faites la lecture de la Constitution, et bien du nouveau projet qu'on nous propose, vous avez votre mot à dire en tant que citoyen. Et donc, aucune voix ne doit être exclue dans ce débat de la révision de la Constitution pour les remodelages juridiques nécessaires. Parce que la Constitution n'est pas une loi qu'on peut modifier à l'Assemblée chaque année. On ne peut pas changer la Constitution chaque année dans une république. Donc, donnons-nous le temps de disséquer article par article le contenu avant de procéder au vote ou au besoin de consulter le peuple. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on introduit le projet à l'Assemblée nationale. Ça suscite beaucoup de controverses. Les députés disent descendre dans les circonscriptions pour contacter, pour prendre les avis des populations des circonscriptions, des différentes circonscriptions concernées. Oui. Mais écoutez, cette tournée des députés là, ils trouvent l'argent où? L'argent pour descendre, pour consulter le peuple. Mais la consultation relève aussi de la mission des députés. Écoutez, et puis, il y a une caisse pour ça. Vous pensez qu'un député qui doit descendre dans sa circonscription, il ne doit pas prendre du carburant dans sa voiture, il ne doit pas louer la logistique qu'il faut pour contenir les populations. Vous insinuez quoi? Je suis en train d'insinuer clairement qu'il y a de l'argent occulte qui circule pour faire passer en douce ce nouveau projet de révision de la Constitution. Vous savez que depuis l'avènement du nouveau régime, le combat est surtout contre des financements occultes. Ah mais écoutez, moi, je n'ai pas la preuve, mais il suffit d'observer, d'interpréter, d'analyser, parce que on ne peut pas tout de suite en procédure d'urgence introduire un projet du genre et contre toute attente, mais les députés qui descendent pour expliquer trouvent l'argent où? Il aurait fallu plutôt en amont budgétiser cette tournée-là. On ne peut pas comprendre qu'en moins de 10 jours, qu'on introduise et que systématiquement, qu'on prenne le relais de la descente dans les circonscriptions pour expliquer le projet. Vous trouvez ça aussi suspect? Et lorsque vous descendez, mais l'information est tronquée. Moi, j'ai suivi un documentaire, un magazine et une édition sur différentes chaînes où, quand l'honorable Bako était chez lui, les populations disent niet, qui n'en veulent pas. Vous avez suivi le reportage comme moi en ce qui concerne la descente des députés Kassa, Nouémoun, Domitier et le troisième larron là, dans leur circonscription à Matéri, le troisième député de cette circonscription là, Lejdi, à Matéri, vous avez écouté ce que les populations ont dit, à moins qu'on n'ait pas entendu les mêmes choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, mais écoutez, je vous renvoie à écouter ou à suivre à nouveau sur une chaîne de télévision de la place le compte rendu de cette activité-là. Les populations ont dit niet.
Et le ministre Barthélémy Kassa a dit, nous, on ne peut prendre aucune décision avant de vous avoir consulté. C'est pour ça que nous sommes venus vous voir, discuter avec vous, et on ne peut rien dire à l'Assemblée si vous ne nous tracez la ligne à suivre. Nous prenons acte de ce que vous avez dit et nous ferons comme ça. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est un projet morné. Parce que les députés qui descendent et qui rendent des comptes tronqués à l'exécutif pour justifier entre griffes ce que je ne sais pas, c'est qu'ils prennent la partie qui les arrange pour dire que nous sommes venus consulter le peuple, voici ce qu'on prévoit désormais et c'est une avancée. Mais on ne fait pas la lumière sur certains articles, dont notamment l'article portant restriction des libertés pour dire dans la nouvelle constitution. Comment. Mais je vous renvoie à la lecture de la Constitution. Vous allez voir, allez lire les articles 31, 32, 33. Il paraît que c'est une mauvaise lecture. Quelle mauvaise lecture dites-vous? Parce que c'est vrai que ça a été remodelé, mais l'omission ne signifie pas suppression. En tout cas, c'est ce que les tenants ont expliqué. Joël Yeton dit, nous sommes au Bénin, nous ne sommes pas des abrutis. Et vous savez que le Béninois aime se cultiver. Nous savons lire. Si c'est dans un autre pays que vous tenez ce discours-là, bon, non, ça passe. Je vous rapporte ce qui se dit. Oui, ça passe, je comprends, mais nous sommes au Bénin. Et on ne peut pas nous faire avaler cette interprétation biaisée de ces articles en référence. Jacques Bokor réagit là, j'imagine qu'il n'est pas de votre avis. Oui, Jacques Bokor, c'est vrai que cet article a été touché dans la nouvelle proposition qui est en train d'être faite, mais il paraîtrait que l'omission ne signifie pas suppression. Vous devez être d'avis. Oui, omission ne signifie pas suppression. L'omission ne signifie pas suppression. Pourquoi on a omis ça? Pourquoi on ne pouvait pas prendre suffisamment du temps pour bien préparer le projet et l'envoyer à l'Assemblée nationale? Ça s'entend. Vous allez même constater, si vous lisez bien, qu'il y a des petites fautes laissées à l'intérieur du document. Il y a des fautes. Il y a des fautes dans le document. Et puis, on dit que l'article 31 a été touché. Mais là-dedans, on ne retrouve pas l'article 31 qui parle des libertés. Et je crois que le juriste Serge Prince Aboudjian l'a souligné. Vous parlez d'un article, normalement, d'un projet qu'on doit amender, mais là-dedans, il n'y a que des articles n'y figurent pas. Sur quoi on veut statuer alors? Ou bien c'est après les amendements qu'on va nous sortir l'article 31. Je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau. Maintenant, il a touché un aspect important. Qu'est-ce qui motive ce flair des députés à descendre de façon brutale sur le terrain comme ça? Ils ont eu seulement quelques heures, c'est-à-dire le temps de transmettre le projet à l'Assemblée. Paf, ils ont sauté sur le terrain. Mais Jacques, là, laisse pas trop de reproches aux députés, puisque tout le monde demande à ce que la base soit consultée. Que la base soit consultée, sur quelle base? Vous allez vers une base pour expliquer ce que vous savez d'un document. Vous voulez dire qu'ils ne savent pas? Écoutez, le document a été déposé à mi-mars. Dans la même semaine, les députés ont commencé à descendre sur le terrain. Ils ont disposé de quel temps pour lire 43 articles, Joël, et en savoir les forces et faiblesses de ces lois. Et derrière chaque député, il doit y avoir des conseillers. Ce qui n'existe pas au Bénin. Rares sont les députés qui ont des cabinets. Rares sont des députés qui ont des juristes derrière qui leur expliquent les choses. Rares sont les députés qui savent lire, qui savent... D'accord, j'ai entendu dire, peut-être que c'est erroné, mais j'ai entendu dire que ceux qui ont des cabinets ont mis de leurs conseillers à disposition des autres. Je ne sais pas si c'est erroné, mais... Même ces cabinets, vraiment, ces cabinets doivent être des génies qui travaillent à la vitesse de la lumière ou de l'éclair pour finir en 72 heures ou en 48 heures, c'est-à-dire le décryptage du texte qui a été envoyé à l'Assemblée. Moi, Et n'oubliez pas que nous sommes venus de quelque part. D'où? Il y a eu des suspicions. On a été à Dassa organiser un séminaire. On a été à Grand Popo. On a été dans le plateau. On a été dans la partie, je ne sais pas, septentrionale du pays. Les députés ont eu cette ingénieuse idée d'organiser ateliers et séminaires en une semaine. Et puis, paf, la semaine qui a suivi, une descente sur le terrain. Ça me paraît un peu suspect. Je ne dis pas qu'ils ont été corrompus, mais il y a eu quand même des rumeurs
de ce que chaque député aurait perçu 100 millions. Lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous suivez la chronologie des faits, vous semblez soupçonner quelque chose. Sinon, qui paye la facture, comme nous l'avons titré aussi en semaine, qui paye la facture de ces tournées? Est-ce que le député, c'est un philanthrope ou un bon samaritain pour aller sur le terrain, faire le tour des circonscriptions, aller parler d'un projet de façon aussi spontanée, sans en Pour débattre? ces mandats, tous les sacrifices ne sont-ils pas savez, permis? vous savez, le candidat Patrice Talon, effectivement, a battu campagne sur les réformes politiques et constitutionnelles et institutionnelles, tout ce que vous voulez. Il est venu, il a réitéré le vœu de tenir promesse, d'où la mise sur pied de la commission. Une commission, vraiment, on l'avait décrit dans le temps, pléthorique, un panier à crabes rempli d'un peu de tout, des gens qui s'y connaissent et d'autres qui ne Beaucoup s'y... du chemin a été fait par rapport à cette commission. Pourquoi revenir là-dessus? Du chemin a été fait. Est-ce que vous pouvez me laisser un peu... Oui, allez-y, allez-y. Brosser un peu le contexte dans lequel le projet a été transmis à l'Assemblée nationale. Voilà une commission de 35 membres, remplie de juristes et puis d'un peu de tout, je l'ai dit. On a fait des propositions. Le chef de l'État, d'abord, a adressé à la commission une lettre de cadrage. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de trancher. Vous faites vos propositions et vous me ramenez ça. Sur ce point déjà, c'est un péché que le chef de l'État a commis. Il aurait pu laisser les techniciens trancher. Et puis, avant d'aller lui déposer le rapport, chacun s'identifie dans ce rapport-là. Mais lorsque vous laissez le champ ouvert, lorsqu'il y a 35 membres et qu'il y a 35 propositions, et qu'au retour ou bien au finish, le chef de l'État, lui, choisit ce qu'il veut, souffrez que les gens ne s'identifient pas à travers ce qui a été déposé. Et puis, entre juin, c'est-à-dire ou juillet si vous voulez, date de dépôt du rapport, et mars, date de transmission du projet à l'Assemblée nationale, il y a quand même eu du temps. Qu'est-ce qu'on faisait? On nous a dit qu'on consultait des couches de la nation. Qui est-ce qu'on a consulté? À part cette rencontre avec les rois qu'on a pu médiatiser, vous avez vu qui au palais avec le chef de l'État? On a dit qu'on a reçu des formations politiques, on a reçu les différentes couches de la... Mais comment se fait-il que des magistrats réagissent aujourd'hui et disent qu'ils ne s'identifient pas dans ce qui a été envoyé? Comment se fait-il que des chefs de partis politiques montent au créneau aujourd'hui et disent, alors là, ce projet-là, moi, je ne m'associe pas à ça. Comment se fait-il que les commissionnaires, c'est-à-dire les membres de la commission, pas un, pas deux, pas trois, se retrouvent aujourd'hui à dire que ce projet, attention, ce n'est pas le rapport qui a été déposé au chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tout est biaisé dès le départ. Mais vous le constatez avec moi. Vous savez que depuis que cette idée a commencé par germer, il y a une division de la classe politique autour du mandat unique. Il y en avait de chefs de partis politiques qui étaient favorables au mandat unique. Il y a d'autres qui ne se retrouvaient pas dans le mandat unique. Et pour citoyen que je suis, j'estime que optant pour le mandat unique, c'est arracher au peuple sa légitimité. Parce que, au nom de quoi, si vous, Joël Yetonji, je caricature, vous êtes président, vous avez sollicité un mandat, que vous avez brillamment réussi ce mandat et que vous voulez renouveler ce mandat, au nom de quoi, moi, citoyen, la Constitution doit m'empêcher de te renouveler ma confiance. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc, on ne peut pas, sur des intérêts personnels, légiférer. On ne légifère pas sur la colère. On ne fait pas des propositions de loi pour régler des comptes avec des amis. Mais on légifère parce qu'on a étudié un certain nombre de paramètres juridiques. On a étudié le contexte et on se dit, voilà, on peut avancer. Mais dès le départ, comme vous l'avez dit, le processus était biaisé simplement parce que entre les différents acteurs de la classe politique, il n'y avait pas l'unanimité autour de la forme du mandat.
serait-il un mandat unique ou non? Donc, c'était biaisé. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que ceux qui ont proposé ont manqué d'arguments pour soutenir les propositions. Vous avez vu les sorties en cascade des valets du pouvoir, des lieutenants du pouvoir, mais ces sorties-là n'ont pas réussi à convaincre, en tout cas, du moins, pas moi. Et je pense que ces sorties n'ont pas convaincu également. Beaucoup de choses. Aller jusqu'à supprimer le CES, qu'on apporte des arguments qui soutiennent que le CES était inutile pour la République et qu'on arrive à convaincre le citoyen que je suis. Mais jusque-là, on n'a pas d'argument. Et quand nous en sommes à parler de la Constitution, Jacques l'a dit, mais j'aurais souhaité que le chef de l'État n'est pas un juriste. Le chef de l'État, à ce jour, n'a même pas un conseiller technique juridique. Mais nous avons juste un garde des Sceaux dont on connaît le parcours. Les attributions, premier magistrat, les attributions ne sont pas les mêmes. Le garde des Sceaux gère un ministère, il gère un portefeuille ministériel. Il a des voulez qu'on en ajoute au portefeuille qui existe déjà? Le conseil technique juridique a un autre rôle à jouer dans l'écurie présidentielle. Les rôles sont distincts. Non, il ne faudrait pas qu'au nom des réformes, qu'on supprime de trop de postes. On ne peut pas confondre les rôles. Le garde des Sceaux a son rôle à jouer. Le conseil technique juridique dans l'écurie présidentielle a également son rôle à jouer. Vous avez vu combien de fois la Cour a débuté, notre Cour constitutionnelle a débouté le gouvernement sur plusieurs recours, sur l'alignement des couleurs, sur les documents officiels, sur la décision portant interdiction d'organisation des fêtières à l'université, sur l'ARCEP et sur le 4 domaine. Ça fait 4. En tout cas, les manifestants dans les rues ont martelé, si jamais les gouvernants et législateurs s'obstinent à continuer dans la même direction, il y aura des actions coriaces dans les tout prochains jours. Mais quand on parle de marche, est-ce qu'il y a d'autres armes plus coriaces que celle-là? N'est-ce pas faire diversion que de tenir ces propos? Qui marche d'abord? C'est, disons, il y a les travailleurs, il y a les différentes composantes de la nation. Société, oui. Et ceux-là sont déjà représentatifs de la société, sinon du peuple. Et n'oubliez pas ceux qui disent que les députés sont les élus du peuple. Nous leur avons donné mandat. Si vous observez très bien, l'allure que prennent les choses, vous commencez déjà par observer que le peuple est en train de prendre le dessus sur le débat. Et si vous jetez un coup d'œil dans les pays qui nous entourent, vous avez vu l'Assemblée nationale avait quand même à charge de retoucher ce test très sacré de la République dans un État voisin. Il paraît que quand on dit ça, c'est pour faire peur aux dirigeants. Mais quand le peuple a pris ses responsabilités, vous avez vu... Mais comparaison n'est pas raison, Jacques Bokor. Mais comment en est-on arrivé à la rédaction de la Constitution qui s'en va être, disons, retouchée? C'est à partir de 1989. C'est à partir d'une gigantesque marche d'abord. Puis on est allé aux assises. Vous voyez, donc, attention, moi je ne voudrais pas peut-être opiner à fait peur. Mais c'est quand ces genres de modèles, disons, ces genres de schémas se produisent ailleurs, c'est pour que ça serve aussi de leçon. Et vous avez l'impression qu'on ne suit pas des choses de très près. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. C'est pourquoi je suis pour la tournée des députés, pour qu'ils aillent vers leur mandat, mais qu'ils restent fidèles à la base. Parce que, enfin, si entre ce qui va se passer à l'Assemblée et ce que le peuple ressent, il y a une dichotomie, souffrez que la réponse soit autre chose que peut-être ce à quoi on s'attendrait. Donc moi, je pense que à l'allure où vont les choses, il va falloir que nous fassions preuve de responsabilité, que nous ayons ce sursaut patriotique et que nous voyons l'intérêt du peuple. Où est-ce que la balle, disons, de quel côté la balle se dirige? Il faudrait que les gens voient ça. Si le chef de l'État, en toute responsabilité, peut essayer de ramener la balle à terre en
retirant son projet. S'il peut le faire, il n'a qu'à le faire. Si les députés également peuvent aujourd'hui laisser le peuple s'exprimer par référendum, c'est-à-dire en votant moins de 4/5, c'est-à-dire, oui, moins de 4/5, là, c'est encore une bonne chose. Là, on saura que au-delà des députés, il y a le peuple qui s'est exprimé. Mais vraiment... Le débat semble avoir évolué. Désormais, ce qu'on entend dire maintenant, plus de référendum. Il faut aller aux assises nationales, discuter de fond en comble du contenu du document avant de voir s'il y a lieu d'aller au vote. Non, je ne partage pas cet avis d'assises nationales. Ce que je voudrais dire, je ne voudrais pas prédire l'issue que prophétise Jacques ici par rapport au cas où les députés, parce que la loi leur en donne le droit, au cas où ils votaient le projet au 4/5 et que bon, ça passe comme une lettre à la poste. Je ne voudrais pas prophétiser cette issue comme Jacques parce que ce serait regrettable pour notre pays. Mais je voudrais faire observer que, je le disais tantôt, le chef de l'État n'est pas un juriste, qu'il laisse la main aux juristes de travailler sur la Constitution en conformité avec ce qu'il souhaite, ses aspirations légitimes. Et quand c'est faisable, qu'il lui donne un avis motivé sur le projet. Quand ce n'est pas faisable, eh bien qu'on dise également que ce n'est pas faisable avec des arguments. Et au finish, je crois qu'un cercle fermé peut renettoyer le projet on a le temps pour ça? Oui, mais qu'est-ce qui presse? Allez-y très rapidement. C'est une rien session extraordinaire demandée. Non, mais écoutez, session extraordinaire, on peut reporter ça. On peut reporter s'inédier. Et le temps de nettoyer le texte avec les sachants pour que quand ça passe à l'Assemblée, que les députés ont le temps et les arguments nécessaires. Votre mot de fin. Que les députés aient le temps de descendre dans leur circonscription avec maintenant, cette fois-ci, des arguments pour mieux expliquer le bien fondé du projet aux populations. Mon mot de fin, oui, c'est juste que je dirais que tout ce que moi je dis, Romuald Lobo, dans ce studio, n'est pas de nature... Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je ne vois pas du mal en soi par rapport à cette initiative. Mais je pense que le temps est court pour le débat national et que le chef de l'État puisse se raviser, qu'il revienne, qu'il retire le projet, qu'il retravaille le projet. Merci, Romuald Lobo. Parce que si le projet en l'état passait à l'Assemblée nationale, si le projet requiert les 4/5 et que ça atterrit à la Cour constitutionnelle pour arbitrage, la Cour va déchirer ce projet. Rapidement. Non, faisons en sorte qu'il y ait la paix dans le pays et que vraiment les passions soient, disons, moins déchaînées. Parce que, écoutez, le peuple, oui, mais on ne peut pas faire son bonheur sans lui. Jacques Bokor, merci. Romuald Lobo, merci. Mesdames, Messieurs, merci aussi à vous. 100% Bénin, le numéro du jour, c'est bientôt terminé. Cette citation du célèbre écrivain, acteur, scénariste et réalisateur sénégalais Ousmane Sembène pour y mettre définitivement un thème. Ce ne sont pas ceux qui sont pris par force, enchaînés et vendus comme esclaves qui sont les vrais esclaves. Ce sont ceux qui acceptent moralement et physiquement de l'être qui le sont. Mesdames, Messieurs, soyons donc maîtres de nous-mêmes, de nos pensées et de nos convictions. 100% Bénin, c'est définitivement terminé. À très vite.